Alors, Monsieur Corbeau, d'abord, merci de m'accorder cette entrevue. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Ce qui me touche beaucoup, si vous me permettez, parce que vous n'êtes pas de la même génération que moi et je voulais parler à d'autres générations que la mienne. Ben, c'est très bien. Puis j'aime justement que vous puissiez avoir une perspective. Vous l'avez dit, c'est quand même le résultat de 60 ans et un peu plus même de réflexion sur le Québec. Bon, vous avez passé une très grande partie de votre vie intellectuelle à penser le Québec. C'est une question assez générale, mais je vous demanderais, pour ouvrir le bal, en quoi est-ce que cet ouvrage-là, selon vous, se distingue à vos yeux de ce que vous avez fait précédemment? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est porté par une gravité ou par une lucidité nouvelle? Je vous dirais d'abord que c'est un livre de fin de vie, si vous me permettez de cette expression, au sens où c'est un effort que j'ai fait pour essayer de ramasser des choses qui étaient comme épars dans ma conscience sur le Québec, sur le devenir du Québec, sur les caractéristiques du Québec. Alors, j'ai fait plusieurs livres sur le Québec, mais c'était toujours des morceaux, des aspects particuliers. Celui-ci, il s'est construit progressivement, de manière inconsciente, par mon observation de la vie politique québécoise et de l'histoire du Québec que j'ai vécue. Mais il s'est construit aussi par cristallisation. Puis à un moment donné, il y a 5 ans, j'ai commencé à sentir qu'il y a des choses que je voulais dire, caractériser le devenir du Québec, dire comment je le lisais. Ça n'est pas un travail d'historien, je ne suis pas historien, c'est un travail de recherche de sens. Et je disais, c'est un livre de fin de vie parce qu'on ne recommence pas ça à tous les 10 ans, en tout cas pas dans mon cas. Et c'est un livre qui cherche à parler aux plus jeunes générations, en leur disant, voici le témoignage de quelqu'un qui, comme dit la première phrase du livre, est parvenu au crépuscule de sa vie. Voici ce qu'il vous propose de vous expliquer sur sa vision du devenir du Québec. Est-ce qu'il est plus lucide que d'autres livres? Ça, je ne le sais pas, mais il y a peut-être une gravité plus grande, compte tenu que c'est comme un dernier tour de piste, une dernière réflexion sur le Québec, une dernière inquiétude sur le Québec aussi. Puis le titre le dit, hein, le destin du Québec, 3 axes d'une histoire. Donc, vous insistez sur l'importance de l'histoire pour comprendre l'avenir. Dès le début, dans le premier ou le deuxième chapitre, là, vous convoquez Tocqueville, Lord Durham, 2 figures qui ont pensé à leur façon l'avenir de la nation canadienne-française de l'époque. Vous reprenez également les propos d'un écrivain américain, William Faulkner, pour insister sur l'idée que, et là, je vous cite, le passé vit toujours dans le présent. Donc, le titre lui-même est très évocateur. Donc, on évoque déjà cette continuité-là entre le passé et le futur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de penser l'avenir du Québec à partir de son histoire? Je pense que pour essayer d'imaginer où le Québec peut aller, il faut voir dans quelle trajectoire il est engagé. Vous savez, j'appartiens à la dernière génération qui a fait le cours classique. Donc, à l'âge de 10-11 ans, j'ai été plongé dans l'étude de l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine. Et donc, ça m'a toujours habité. Et j'ai toujours pensé que pour comprendre le monde, il faut voir d'où les choses viennent. Et bien que je ne sois pas historien de métier, je pense que quand on s'interroge sur ce qui se passe au Québec, comme ce qui se passe ailleurs dans le monde, si on n'a pas un peu de vue sur comment on est arrivé à la situation actuelle, on ne comprend pas. C'est hors d'atteinte. Puis l'avenir du Québec, il faut le voir à la lumière de ce qui conditionne l'existence actuelle de la société. Mais ce qui conditionne l'existence actuelle de la société, ce sont le résultat de développements qui sont survenus dans le temps. D'où l'approche qui fait beaucoup de place à l'histoire, parce que sans l'histoire, on ne comprend pas. D'ailleurs, nous sommes des créatures dans le temps comme êtres humains. Le monde est dans le temps. Le temps est une réalité fondamentale. Même l'univers a son histoire. Donc, pour moi, comprendre les temps actuels, c'est à partir de ce que l'on sait du passé qui nous a conduits à l'état actuel. Tout à fait. Vous avez un chapitre, encore une fois, dans les débuts, qui est consacré à ce que vous nommez la réalité spécifique de la nation québécoise. Donc, vous avancez, je vous cite, que pour le Québec et son identité nationale, la nation
canadienne, pour reprendre votre terme, offre un exemple très instructif et une volonté de laquelle s'inspirer. Et c'est une affirmation qui, à premier égard, peut sembler paradoxale ou surprendre, puisque vous expliquez aussi un petit peu plus loin des réserves assez importantes sur le caractère même démocratique du Canada, notamment en lien avec ce qui est infligé au Québec, mais même aussi aux peuples autochtones. Donc, j'aimerais vous entendre un peu plus sur comment, selon vous, le Québec peut s'inspirer de la nation canadienne qui, par ailleurs, a aussi contribué à sa propre marginalisation. D'abord, revenons sur ce que je comprends du cheminement de la nation canadienne ou canadienne. Si vous regardez l'histoire du Canada au 20e siècle, la participation à la Première Guerre mondiale, la signature par le Canada à sa propre signature sur le traité de Versailles, l'engagement dans la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, un ensemble d'actions de ce que j'appelle nation building, la décision d'abolir le recours au Conseil privé de Londres comme Cour suprême du Canada, la loi sur la citoyenneté canadienne, la nomination d'un premier Canadien comme gouverneur général, les grandes réformes dans le domaine de la santé, la création, il y a longtemps, mais le développement de Radio-Canada, CBC. Donc, le débat du drapeau en 1964, le rapatriement de la Constitution, la Charte des droits, l'assurance santé, tout ça, ce sont des développements de la nation canadienne ou canadienne qui marquent une volonté progressive, pas toujours consciente, une volonté progressive de se démarquer par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux États-Unis. Alors ça, c'est le processus qui dit au Québec, vous voyez, s'affirmer comme nation, c'est pas une chose malsaine, maladroite, inacceptable en soi. Le Canada l'a fait. Et si nous plongeons dans l'actualité la plus récente, le discours du président Trump sur le 51e État a fouetté l'identité canadienne, a réveillé beaucoup de gens. Et aujourd'hui, vous regardez, même banalement à la télévision ou sur les réseaux, des annonces de produits avec la feuille d'érable canadienne, Proudly Canadian. Bon. Alors donc, parce que les Québécois ont eu des difficultés à se positionner comme nation, on leur a dit, ouais, mais vous êtes ethnocentrique, vous êtes intolérant, à la limite, vous êtes raciste. Ça complexe une nation. Alors moi, je dis, regardez comment le Canada s'est construit. Maintenant, là, vous avez parlé du caractère non démocratique du Canada. Nuançons. Le Canada est un pays dont le système politique est caractérisé par la démocratie dite libérale. Cependant, il y a dans le cheminement du Canada des gestes qui sont difficiles à comprendre d'un point de vue de valeur démocratique. Par exemple, on a rapatrié la Constitution, on a instauré une charte des droits et libertés et jamais on n'a pensé à faire approuver cela par référendum, alors qu'à l'époque où ça s'est fait, les nations qui se donnent de nouvelles constitutions habituellement passent par la voie du référendum. Et il y a ensuite le rapport douloureux et difficile du Canada avec ses minorités, avec les premiers peuples, avec les Acadiens, avec les Québécois. Donc, c'est une nation démocratique dans l'ensemble, mais il y a des taches sur son caractère démocratique. Et donc, moi, je trouve, à côté de ça, le Québec a fait 2 fois des référendums pour déterminer son avenir. Et je pense que l'exercice a été très profondément démocratique. Alors moi, je dis, le Canada a des vertus, mais il a quelques taches sur son dossier historique, notamment à la fois son comportement avec ses minorités et aussi lors, par exemple, du rapatriement de la Constitution. Et vous y venez en fait, là, mais vous parlez justement de ces 3 axes historiques qui sont au cœur de l'ouvrage, 3 axes historiques décisifs, très anciens, et qui guident le destin du Québec, qui agissent non seulement aujourd'hui, mais qui semblent par ailleurs plus puissants, même plus dangereux que jamais pour la survie de la nation, de l'identité québécoise. Donc, j'aimerais parler un petit peu de chacun de ces axes-là, puisqu'ils sont très centraux dans l'ouvrage.
Le premier axe dont il est question est l'axe démographique. Donc, c'est très bien documenté. D'ailleurs, c'est assez déprimant à lire. Vous faites état d'une minorisation démographique croissante de la nation québécoise, de sa langue française, qui est au cœur de son identité. Une tendance très lourde et qui est à l'œuvre, on pourrait le penser depuis récemment, mais depuis, en fait, vous le montrez, depuis près de 2 siècles. Et selon vous, cette minorisation-là est également peu susceptible d'être renversée. Et pire encore, je vous cite, c'est un processus doux, selon vous, d'extinction nationale qui fait en sorte qu'éventuellement, notamment peut-être pour les plus jeunes générations, le choix de passer définitivement à l'anglais pourrait paraître comme rationnel, en quelque sorte. Et donc, vous l'expliquez très bien, mais j'aimerais vous entendre un peu plus sur quelques éléments qui font que pour vous, ça demeure tout de même essentiel de résister à cette tentation-là d'assimilation tranquille, même quand elle peut paraître logique et ou quasi inévitable. Bon, d'une part, quand on regarde le résultat des recensements décennaux faits par le Canada depuis, mettons, 1900, on constate que la proportion de la population pour qui la langue française est la langue première est en décroissance continue. Il n'y a pas d'alternance de croissance et de décroissance. La ligne est assez droite. Quand on regarde, par exemple, très actuellement, une ville comme Montréal, on sent très bien la montée de l'anglais comme langue presque dominante, à tel point que le gouvernement de Justin Trudeau a choisi à un moment donné de modifier la loi sur les langues officielles en disant c'est parce qu'il y a un problème d'érosion, de danger pour le français. Donc, je n'invente rien. Alors donc, ça, ce sont des données de longue durée qui ne se corrigent pas rapidement. Maintenant, vous posez une autre question qui est de savoir pourquoi finalement s'objecterait-on à ce déclin du français? Pourquoi finalement ne renoncerions-nous pas à cette identité pour glisser tout doucement vers l'anglais? Ça serait en un sens tellement plus simple. Et là, je me suis creusé les méninges. Je me suis dit, oui, effectivement, pourquoi les Québécois francophones, ou les Québécois dont le français est le marqueur identitaire premier, pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas une province de langue anglaise? Il y a une réponse qui est relativement simple, mais qui ne convainc pas tout le monde, c'est parce que c'est une valeur en soi. Une langue est une valeur en soi. Et donc, on ne va pas la perdre, on va la garder, c'est important. Puis là, j'ai quand même cherché à comprendre davantage. Et certaines choses m'ont frappé. La première chose qui m'a frappé, c'est la volonté que l'on ressent de plus en plus chez les premiers peuples, les Premières Nations canadiennes, de sauver leur langue, de sauver leur culture, de sauver leur identité. Pourquoi ces nations qui ont tellement souffert depuis l'arrivée des Blancs au 17e siècle, pourquoi maintenant jugent-elles important de garder leur langue? Et dans certains cas, c'est tragique au sens où il y a tellement peu de locuteurs, on se dit, on va la perdre, la langue. Puis quand le dernier locuteur d'une langue est mort, la langue est morte. Terminé. Bon, alors, il y a un exemple de ce côté-là. Mais je me dis, si ces nations qui ont tellement moins de choses, tellement moins d'avantages que le Québec, décident qu'ils gardent leur langue, leur culture, leur identité, ben, ça tend un miroir aux Québécois en disant, vous êtes capables de faire autant. Première chose. Deuxièmement, les gens disent que le français, le caractère francophone du Québec, c'est pas une affaire nécessairement très importante au plan économique, ça crée des problèmes au plan économique. Ma prétention, c'est qu'au contraire, le fait que le Québec ait été une société francophone ne l'a pas empêché de connaître un développement important au plan économique. Il y a des industries qui sont nées dans le cœur de l'identité québécoise. Je pense, par exemple, à tout le coopératisme, le mouvement des jardins. Bon, alors, donc, toutes ces grandes entreprises qui ont été construites ici. Puis, un autre élément, c'est que la langue est une richesse économique en soi. Elle est à la base de l'industrie culturelle. Puis, l'industrie culturelle, c'est une industrie qui est en expansion. La meilleure illustration que je peux en donner, c'est que les États-Unis cherchent désespérément à renverser toutes les mesures de protection des cultures nationales que d'autres États peuvent mettre en place. C'est la base d'une industrie touristique. Donc, les gens qui disent, oui, mais le français, c'est pas une langue qui fait de l'argent, ou au contraire, c'est une langue avec laquelle on peut faire de l'argent. Donc, voilà des raisons pour lesquelles, moi, je dis
il y a des motifs importants de chercher à préserver notre identité. Puis vous parlez aussi, hein, vous faites bien la démonstration, vous montrez bien que la langue est plus qu'une langue, plus qu'un moyen de communication, c'est au centre d'une culture. Puis vous évoquez aussi, je pense, le sacrifice de quelques générations. Bon, c'est ça. Alors, dans le fond, quand on se dit « passons à l'anglais », oui, bien sûr, mais ça prend du temps avant que, non seulement d'apprendre et de s'approprier la langue, mais la culture qu'il y a derrière. C'est un véritable processus d'émigration vers une nation autre. Et ça prend du temps. Moi, je regarde ma famille paternelle. Mon grand-père, qui est arrivé ici à l'âge de 12 et 13 ans, n'a jamais été autre chose qu'un Italien en exil. Mon père, qui est né à Montréal, mais qui a vécu dans une famille où l'italien était la langue courante, mon père ne s'est jamais identifié autrement que comme un Canadien italien à distance des anglophones et des francophones. Donc, changer de langue, c'est changer, c'est émigrer. Et bien ça prend une génération où est-ce qu'on veut vraiment se payer ça? Moi, je pense que c'est un des obstacles. Oui, c'est changer d'identité. C'est changer d'identité. Et c'est pas parce qu'on parle une langue autre que sa langue maternelle qu'on est d'une autre identité. Moi, je pense que je parle assez bien l'anglais, mais je ne peux pas me concevoir comme étant un Canadien, un Américain, un Britannique. Nos concitoyens qui vont à Cuba ou au Mexique, qui parlent espagnol pour leurs vacances d'hiver, mais ça ne fait pas d'eux des Cubains ou des Mexicains. Alors donc, l'appropriation d'une langue, c'est une chose, mais l'appropriation d'une identité nationale, c'est toute autre affaire. Et il y a un coût à payer pour faire ça. Tout à fait. Parlons du deuxième axe politique. Qui fait état, je vous cite encore une fois, d'une condition permanente de domination et de subordination. Donc, vous montrez que le cadre constitutionnel canadien, donc depuis 1867, contient les germents ou même l'ADN d'une subordination durable du Québec qu'on pourrait presque avoir vu venir, en fait, en quelque sorte, qui a été aggravée par une série d'événements politiques que vous détaillez en long et en large et qui culmine, selon vous, dans la refondation opérée par Trudeau père après 80. Et pour vous, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais la refondation qu'il réalise après le référendum de 80, ça marque en fait un sommet inégalé dans le processus de nation building du Canada ou de la nation canadienne. Et ces événements et ces logiques internes-là de subordination agissent par ailleurs de façon cumulative. Et en parallèle, vous discutez aussi de l'option, évidemment, souverainiste, qui est, selon vous, la seule voie qui puisse permettre vraiment au Québec de renverser ces dynamiques-là, mais en même temps, pour toutes sortes de raisons que vous expliquez, l'option de la souveraineté relève presque un peu de la politique fiction. Et donc, on peut sortir de cette lecture-là un peu découragée, un peu déprimée. Quelles sont, selon vous, les voies d'avenir qui se tracent pour la nation québécoise dans ce contexte-là et comment, au final, échapper à son déclin? Je ne sais pas si on peut freiner durablement ce qui est perceptible comme étant un déclin. Je ne le sais pas. C'est un des enjeux irrésolus du livre. Je pense que la première chose qui est importante, c'est de comprendre c'est quoi la situation du Québec. Et ça demande un effort, je pense, de la part du système d'éducation. Ça demande un effort en termes de formation historique et de formation sur la réalité sociale. Bon, il y a un cours qui existe là, sur la citoyenneté. Peut-être que ça va donner un résultat. Mais il faut effectivement développer chez les plus jeunes générations la compréhension du devenir de la société québécoise, de la nation québécoise dans le temps. À part ça, la conjoncture va-t-elle se prêter un jour à un autre débat constitutionnel? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a quelque chose, en effet, de pas très encourageant dans l'espèce de dérive que le Québec a connue depuis longtemps. Quand je regarde l'histoire du Québec depuis la Deuxième Guerre mondiale, je constate que à peu près tous les gouvernements québécois, quelle que fût leur couleur politique, avaient des objectifs de changement constitutionnel au Canada, avaient des objectifs de rapatrier certains pouvoirs. Bon,
C'était le cas de Duplessis, c'était le cas de Daniel Johnson. Les libéraux des années 60 voulaient changer un certain nombre de choses dans le cadre constitutionnel canadien. Bien sûr, le Parti québécois voulait transformer la situation du Québec, mais même au 21e siècle, avec les gouvernements de Jean Charest, de Philippe Couillard et de François Legault, ont eu des objectifs de changement constitutionnel. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, cela inquiète pour l'avenir. Et parfois, je me dis, s'il y a un embâcle constitutionnel au Canada, s'il y a une espèce de résistance du Canada à rouvrir la Constitution, peut-être que les actions des Premières Nations vont finir par forcer des discussions. Ou, dans l'actualité la plus immédiate, là, en cette année 2025, ce qui se discute en Alberta. C'est un développement intéressant, celui de l'Alberta. Je ne sais pas s'ils vont aller très loin, mais j'ai parfois l'impression que la situation constitutionnelle qui est faite au Québec est à peu près figée dans une espèce de glacis. Il n'y a pas de soleil pour faire fondre ça. Donc, peut-être que je suis un peu pessimiste pour l'avenir, mais je me dis, je renvoie la balle aux jeunes générations en leur disant, vous voulez quoi au juste? Puis il y a des choses qui m'inquiètent. Par exemple, quand on parle de l'axe démographique du destin du Québec, c'est-à-dire ce déclin continu de la proportion des francophones dans la population au Québec et au Canada, ça nous est rappelé recensement après recensement, puis il se passe rien. On dirait que nos concitoyens puis les gouvernements regardent passer ça, en se disant, on est impuissants. Oui, on a les données. C'est pas on comme a les si données. Alors donc, en ce sens-là, quand je brasse la cage un peu, en aboutissant à des questions qui sont difficiles puis il n'y a pas de réponse, ben je me dis, bon, engageons un débat public ou forçons le débat ou forçons les gens à regarder les choses en face. C'est ça que j'ai voulu faire. Puis on va y revenir, on va parler du dernier axe, mais c'est vrai que vous vous adressez au plus... Moi, je vous souhaite vraiment le plus large public possible. Je vous l'ai dit, je pense que c'est un livre important qui doit être lu. Vous vous adressez aux jeunes spécifiquement. Vous leur souhaitez aussi de la lucidité, hein. Donc ça fait un peu écho à ce que vous venez de dire. Ça passe, s'il y a un espoir, notamment par l'éducation, par une forme d'éveil critique des jeunes, que leur propre culture est très, très fragile, en fait. Pourtant, il y a des choses fascinantes, hein. À propos des jeunes, on dit que les jeunes sont post-nationaux, ne s'intéressent pas aux enjeux constitutionnels. Quand Carl Tremblay est décédé, des Cowboys fringants, il y a eu un immense moment d'émotion. Oui. Et quand on écoute la musique des Cowboys fringants, ils posent des questions aux jeunes. C'est l'Amérique qui regarde dans son rétroviseur. Alors, il y a des facteurs d'espoir. Maintenant, comment un livre comme celui-là que j'ai écrit surtout pour les plus jeunes générations, comment est-ce qu'il va les rejoindre? Je le sais pas. Là, vous me posez une question qui est comme une torpille sous la ligne de flottaison. Je me suis posé la question tout au long. Et là, j'avais le dilemme d'écrire de manière structurée, détaillée, étroitement argumentée, tricotée, serrée, ce qui prend du temps, parce que je voulais pas me faire dire que je tournais les coins ronds. Mais en même temps, je suis conscient que ça peut être un peu difficile pour des jeunes. Alors peut-être que ça va percoler dans le système à travers l'enseignement. Mais il y a des facteurs d'espoir, comme celui que je vous mentionnais, en même temps qu'il y a des facteurs de grande inquiétude. Pour les gens de ma génération qui avons vu une transformation du Québec, en pensant qu'il y aura des changements plus fondamentaux, c'est pas fréquent que vous avez des nations qui, par 2 référendums successifs, disent non à la souveraineté. Hein? C'est curieux comme phénomène. Et je suis pas sûre que ce soit arrivé. Non, puis quand vous regardez, moi je pense toujours aux Kurdes. Les pauvres Kurdes, c'est une nation qui est partagée entre 3 États, qui se bat depuis un siècle pour son indépendance. Ça marche pas. Les Palestiniens. Tout à fait. Et dans des conditions moins violentes, moins brutales, les Catalans, les Écossais, les Gallois. Il y a toutes sortes de nations qui cherchent. Puis le Québec fait contraste avec ça pour moi. Puis j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est peut-être parce que un jour, Denis Arcand disait, au Québec,
il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tornade, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de crise économique majeure. Finalement, on est assez bien. Profitons-en. Ouais. En fait, ça fait un lien avec le dernier axe, hein, qui est lié à cette illusion collective que tout va bien, justement, et que, bon, de l'axe comportemental, qui fait référence à une propension durable, profonde du peuple québécois à s'illusionner collectivement. Vous évoquez 4 grandes illusions collectives. Bon, vous en avez parlé, hein, avec justement tout récemment le gouvernement de la CAQ, donc l'illusion d'une fameuse troisième voie qui, visiblement, depuis toujours ne fonctionne pas et nous ramène toujours dans le même bateau. La possibilité d'une réforme du fédéralisme, la croyance selon laquelle le cadre, le Canada offre le meilleur cadre protecteur pour la nation, la préservation de l'identité québécoise à long terme. Et enfin, peut-être celle que vous considérez la plus cruelle et la plus pathétique de toutes, pour reprendre vos termes, l'illusion que le Québec est maître de son destin. Et là, comment vous expliquez, selon vous, la persistance de ces illusions, à la fois individuelles et collectives? Je me posais la question en vous lisant, est-ce qu'on peut penser qu'elles relèvent de l'oubli? Est-ce qu'elles relèvent du déni? Ou plus profondément, est-ce qu'elles relèvent d'une forme d'inculture politique? Je pense qu'il y a de tout ce que vous venez de dire dans cette situation, de cet axe qui fait qu'effectivement, on s'illusionne sur des choses. Mais quand par exemple, j'entends parler de la troisième voie, là, je dis, écoutez, j'ai essayé de faire une démonstration un peu fastidieuse. Il n'y en a pas de troisième voie. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Puis jamais personne n'a pu définir clairement ce que c'était. Puis jamais aucun gouvernement n'a réussi à faire du chemin sur cette voie-là. La possibilité de réformer le fédéralisme canadien, ben, on en a parlé il y a un moment. Dans le fond, le Québec, depuis le gouvernement de Duplessis jusqu'au gouvernement de François, tous les gouvernements ont essayé de faire des changements constitutionnels, ils les ont pas obtenus. Ça devrait ouvrir les yeux. Ça devrait pouvoir questionner les gens. Et en plus de ça, ben, il y a des développements que je trouve très préoccupants. Quand je dis, par exemple, le Québec n'est pas vraiment maître chez lui. C'est la phrase célèbre de Robert Bourassa, au lendemain de l'échec de l'accord du Lac-Meech, qui disait le Québec, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, et il sera toujours une société libre, maîtresse de son destin. Ce n'est plus vrai. Et j'en veux pour preuve, d'une part, le processus continuel d'intervention du gouvernement fédéral canadien dans des domaines de juridiction des provinces, l'éducation, la santé en particulier. J'en veux pour preuve aussi le fait que certaines lois, certaines législations identitaires fondamentales pour le Québec, la Charte de la langue française, la loi sur la laïcité, quoi qu'on en pense, dans l'un et l'autre cas, ces lois vont toujours se retrouver en Cour suprême et être défaits par des résolutions, des jugements de la Cour suprême. Alors, c'est quoi le degré de maîtrise sur son destin quand d'un côté, on est l'objet de pression, d'interventions multiples du pouvoir fédéral dans des domaines de juridiction des provinces, et de l'autre côté, une Cour suprême qui, avec l'acquiescement du gouvernement fédéral, parce que curieusement, le gouvernement fédéral dit, moi, quand il y a des contestations de lois québécoises sur des enjeux fondamentaux, j'y participe. C'est un peu préoccupant. Bon, puis à part ça, ben, écoutez, le Québec a choisi, à tort ou à raison, peu importe, le Québec a choisi, par un vote de l'Assemblée nationale, d'abolir les commissions scolaires élues. Bon, d'accord. Sauf dans le cas des communautés, des commissions scolaires anglophones. Et donc, celle-ci se découpe en s'appuyant sur la Charte des droits et libertés, en s'appuyant sur des jugements des tribunaux de la Cour suprême éventuellement. Ils se découpent un régime juridique qui les met comme à l'abri des décisions de l'Assemblée nationale. Pourtant, l'organisation de l'éducation au Québec, comme au Canada, ça relève des provinces. Là, les gens vont dire, oui, mais il y a des droits qui sont garantis dans la Constitution. Oui, le droit à l'enseignement dans la langue anglaise est garanti. Mais nulle part, c'est écrit qu'il faut qu'il y ait des commissions scolaires élues. Alors, les tribunaux l'interprètent. Donc, quand je vois des faits comme ça, je me dis, on se nourrit d'illusions. Manque de culture historique, manque de connaissances.
peut-être qu'aussi on est tanné comme société d'entendre, on veut plus en entendre parler, on se ferme les yeux, on se dit, c'est dommage, mais ça ne nous intéresse plus. C'est fini, tournons la page. Mais moi, je pense que le passé revient toujours nous hanter tant qu'on n'a pas trouvé à dénouer certaines situations problématiques qui sont apparues à un moment donné dans le cours de l'histoire. Et le Québec a vécu des événements historiques. Le Québec est dans une situation où il y a des éléments de son passé qui habitent son présent et qui façonnent son avenir. D'où l'importance, peut-être, d'essayer de comprendre. Et moi, j'avoue, j'ai commencé à voir un peu plus clair dans les affaires du Québec, dans son destin, que quand j'ai réussi quand se sont cristallisés dans ma réflexion les trois axes qui forment l'épine dorsale du livre. Oui. Puis vous montrez aussi que c'est possible que le Québec soit maître de son destin. Hein? C'est le chapitre que vous nommez l'intermède, là. Donc, il y a comme une courte période où... C'est curieux. En tout cas, moi, vous voyez, j'ai commencé à prendre conscience des réalités sociales, économiques et politiques vers la fin des années 50. J'avais 14-15 ans. Puis là, on voit le phénomène qui s'appelle la Révolution tranquille. La Révolution tranquille des années 60, c'est pas quelque chose qui est apparu comme un champignon après la pluie du jour au lendemain. Elle se préparait depuis au moins les lendemains de la Première Guerre mondiale, parce que dès le recensement de 1921, on sait que la majorité de la population québécoise est urbaine. Mais la conscience collective et les institutions retardent sur l'évolution objective, économique, sociale. Et donc, quand on arrive aux années 60, on observe qu'il y a une transformation de tout l'appareil institutionnel, en même temps que l'affirmation de transformation culturelle dans les comportements, les valeurs, les manières d'agir. Et donc, on a l'impression, avec 1960 et les années qui ont suivi, d'une forme d'expansion, de développement, de croissance de la nation québécoise, à travers des gouvernements de couleurs politiques différentes. Quand le Parti de l'Union nationale a été élu aux élections de 1966, on s'est dit c'est la fin des réformes. Puis le gouvernement de l'Union nationale va congédier tous les savants technocrates que les libéraux avaient engagés pour faire ces réformes. Mais non, ils les ont conservés. Puis le gouvernement Robert Bourassa de 70 à 76, malgré tout, avait des éléments de réforme progressistes. Même chose avec les gouvernements successifs. Mais le référendum de 1980 a été comme un cran d'arrêt. Le référendum de 1995, un autre cran d'arrêt. Et parallèlement, je pense que le pouvoir fédéral a pris de l'expansion, de l'ampleur, au nom d'une vision du Canada qui n'est pas dénuée de sens. Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral intervient tellement, même dans des domaines de juridiction provinciale? Ben, c'est parce qu'il veut assurer à tous les citoyens et citoyennes d'un océan à l'autre la même qualité de service, même si leurs gouvernements provinciaux ne les préparent pas, ne les développent pas, et même s'ils n'ont pas le même niveau de richesse. Alors donc, vous voyez, il y a ce contraste entre un Canada qui est en développement, en expansion, en croissance, en termes d'institutions, en termes d'économie, en termes de conscience de lui-même, puis un Québec qui a connu une période de croissance, de transformation, d'ébullition, puis c'est comme retombé. Et il y a des choses qui me fascinent beaucoup. J'ai pas d'explication. Je suis pas un sociologue, mais comment se fait-il qu'au Québec, on soit les plus grands adeptes de l'aide médicale à mourir? Les statistiques de recours à l'aide médicale à mourir au Québec sont plus importantes que partout ailleurs en Occident. Il y a donc des phénomènes curieux d'évolution de société. Parfois, j'ai l'impression, mais ça, c'est peut-être parce que c'est des réflexes de vieillard qui s'adaptent mal au changement du monde. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est une société qui sait pas très bien où est-ce qu'elle s'en va, qui se rabat sur les satisfactions individuelles. Chacun mène sa vie pour atteindre le plus possible le bonheur et qu'il n'y a pas de projet collectif. Alors que d'autres, je regarde le Canada, qu'on a proclamé longtemps comme étant un État post-national. Qu'est-ce qui se passe avec la question du 51e État? Ça a fouetté l'identité nationale. Et là, on sent
que dans toutes les familles politiques canadiennes, il y a une volonté de construire à nouveau, de poursuivre la construction du pays. Il y a une volonté de s'affirmer et de se démarquer du voisin du Sud. C'est donc signe qu'il y a des sociétés, des nations qui ont des ambitions, des volontés, des aspirations de développement plus marquées que d'autres. Dans le cas du Québec, je regarde, il n'y a pas, je pense, de projet collectif. Il y a un État qui dépense 40, 42, 45% de son budget dans la santé, puis ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Donc, il y a comme un repli de beaucoup de gens. Puis là, vous allez trouver que je suis comme un moraliste désagréable, mais il y a comme un repli sur soi, sur sa vie intime. Et ça me fait penser à des pages d'Alexis de Tocqueville, qui, visitant les États-Unis au début des années 1830, est très frappé par le fait que dans la société démocratique américaine, chacun est comme une fin en soi, chaque individu est occupé de sa famille immédiate, de sa vie personnelle, de sa satisfaction. C'est un peu la situation, je pense, d'un pays comme le Québec. Et Tocqueville disait « L'individualisme est la rouille des sociétés démocratiques. Alors donc, quand je regarde le Québec d'aujourd'hui, à la lumière de celui que j'ai connu, notamment des années 60, 70, 80, qui était en expansion, en développement à tous égards, je me dis, où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'il y a comme un assoupissement, un affaissement? Et je n'ai pas de réponse à ces questions-là. Et puis, je pense que ça peut nous mener à la dernière question, en fait, sans offrir nécessairement de réponse, parce que des fois, il n'y en a pas, hein, comme vous dites, c'est des constats que vous détaillez très bien, puis vous l'avez dit, hein, je pense que ça se veut un peu comme un, corrigez-moi, mais un électrochoc là, pour les jeunes, vous voulez brasser l'arbre. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça un peu l'idée. Vous avez répondu à ma dernière question, en fait, qui était liée au public auquel vous vous adressez, les jeunes. Ça, vous parlez à tout le monde, mais vous parlez à eux avant tout, qui forment le Québec de demain, et à qui vous souhaitez de la lucidité, parce que c'est un livre qui traite de l'histoire, mais qui est de facto tourné vers l'avenir. Et là, bon, vous aurez probablement pas trop de réponses, parce que c'est en fait, moi, je me disais, c'est très noble de vouloir leur parler. Je pense que c'est à eux qu'il faut parler. En même temps, on est dans une ère qu'on connaît d'instantanéité, où les jeunes s'informent plutôt sur TikTok, des fois, puis lisent de moins en moins d'ouvrages. Donc, je leur souhaite sincèrement de lire cet ouvrage-là, au-delà de moi qui peux le mettre sur mes plans de cours, par contre. Donc, moi, je peux les forcer à le lire. Je vais certainement le faire. Je sais pas si vous avez un mot de la fin, ou est-ce qu'il y a autre chose, vous pensez, qui peut permettre, qui peut permettre aux jeunes de s'intéresser à nouveau à l'avenir à l'avenir national, de réfléchir à l'avenir du Québec. Vous l'avez dit un peu, en fait, ça passe par l'éducation, ça passe par l'éveil des consciences. Hein. Je pense que des fois, ils sont peut-être pas inquiets parce qu'ils sont pas au courant. Je sais pas si vous avez un mot de la fin pour les jeunes ou pour votre public. Il y a des choses que je vois de loin dans la société québécoise, chez les jeunes, c'est leur extraordinaire capacité de se retrouver entre eux, sans tenir compte des différences d'origine, des différences ethniques, culturelles, religieuses. Il y a une forme de capacité de se lier entre eux, de tolérance, d'ouverture. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis je me dis, c'est là une attitude avec laquelle on construit une nation dans l'avenir. Pour terminer, dans le fond, je pense que peut-être va-t-il y avoir des intermédiaires qui vont partir de ce livre, puis le distiller pour le rendre plus facilement comestible par des gens dont le temps d'attention peut être assez limité. Plus fondamentalement, je me dis, comme Leonard Cohen disait, il y a une fente quelque part, il y a une craque par laquelle passe la lumière. Et il y a dans ce livre un épilogue où je cite un personnage qui s'appelle Antonio Gramsci, qui est un théoricien politique italien, marxiste, mais ouvert à comprendre le monde tel qu'il est, qui a passé une partie importante de sa vie dans les geôles de Mussolini, et qui dit « pessimisme de l'intelligence, mais optimisme de la volonté ». Et peut-être que les jeunes Québécois, à un moment donné, vont se rendre compte que
la volonté d'améliorer l'environnement, la volonté de faire une société plus égalitaire, la volonté de faire une société plus fraternelle, ça passe aussi par l'appropriation de ce qui s'appelle la souveraineté pour être capable de tout décider chez eux par eux-mêmes. Quand les jeunes sont très inquiets de l'environnement, moi je leur dis, écoutez, au Québec, on a fait des efforts importants pour développer des formes alternatives non fossiles d'énergie. Mais on est dans un pays où il y a des enjeux politiques majeurs liés à des énergies fossiles. Pensez-y. Ou quand vous voulez construire un avenir plus agréable, plus fraternel, plus chaleureux, ben peut-être que ça passe aussi par l'action politique, peut-être que ça passe aussi par l'appropriation de tous les pouvoirs d'un État pour s'organiser nous-mêmes sans savoir à composer à gauche et à droite. Ben, merci, M. Courbeau. On souhaite qu'il vous lise. Merci, Madame, de votre intérêt pour ce livre.